Au nom de tous les camarades de la campagne unitaire, je vais donc présenter un petit peu l'acte de naissance, les principes politiques et puis nos actions. Alors avant tout, donc, après l'arrestation de Georges Abdallah, commencer par rappeler quelque chose qui est très important pour nous, à savoir qu'avant la création de la campagne unitaire, depuis 2005, des collectifs et des comités de soutien se sont créés et ont lutté pour défendre avec détermination notre camarade et exiger sa libération. Et cet héritage fondateur de cette lutte de longue haleine, nous tous, au sein de la campagne unitaire, nous l'avons toujours reconnu et clamé. Ceci dit, donc en 2015, pour le 5e anniversaire de la manifestation organisée à Lannemezan par ces militants justement de longue date, volonté a été exprimée d'intensifier ce combat et de coordonner les forces existantes pour amplifier la mobilisation dans l'objectif d'établir un véritable changement du rapport de force appelé par Georges Abdallah lui-même. De là, l'acte de naissance de la campagne unitaire pour la libération de Georges Abdallah et le regroupement en son sein des forces engagées pour sa libération, ainsi que plusieurs organisations révolutionnaires et des militants engagés aussi pour la lutte de la libération de la Palestine et pour la défense des prisonniers révolutionnaires. L'acte de naissance de la campagne unitaire s'est fait sur la base de principes politiques que je vais énoncer maintenant. Tout d'abord, pour nous, la reconnaissance de toute l'identité politique de Georges Abdallah en tant que combattant et résistant arabe, en tant que communiste libanais, symbole aujourd'hui du combat contre l'impérialisme, le sionisme, le capitalisme et les États réactionnaires arabes. La reconnaissance aussi de son combat contre la guerre d'invasion du Liban par les sionistes et pour la libération de la Palestine, combat qu'il a mené avant d'être arrêté en 1984 par la police française. La reconnaissance aussi pour nous de son statut de prisonnier politique de l'État français. Et puis l'affirmation que son combat révolutionnaire et internationaliste sans faille, durant maintenant plus de 3 décennies d'incarcération, ce combat est le nôtre. Un des mots d'ordre qu'on a l'habitude de clamer est le suivant: il est de nos luttes, nous sommes de son combat. Et nous sommes de son combat pour une Palestine libre et victorieuse, pour la fin du colonialisme à travers le monde et sous toutes ses formes, pour la fin du capitalisme et de l'exploitation et pour la lutte des peuples contre toutes les oppressions. Enfin, dernier principe essentiel, l'appui de sa farouche détermination combattante face à une justice de classe. Cette base politique a toujours été et est encore aujourd'hui notre ligne de défense de notre camarade. Parce que pour nous, il est clair que la décision de non-libération de Georges Abdallah est une décision politique et c'est pourquoi nous nous battons sur le terrain politique, avec donc toujours cet objectif central d'intensifier et de coordonner les forces engagées aux côtés de Georges Abdallah et ainsi réussir à construire un rapport de force qui imposera sa libération. Comme le dit aussi Georges Abdallah lui-même, c'est ensemble et seulement ensemble que nous vaincrons. Depuis lors, cette bataille pour la libération de notre camarade, toujours conduite dans le respect de ses engagements et dans cet objectif de solidarité unitaire et coordonnée, cette bataille est aujourd'hui menée partout, par nous tous, au quotidien, d'une part au sein de toutes les luttes sociales et politiques. On peut en citer certaines, comme par exemple pour la Palestine en soutien à l'intifada, contre la normalisation, pour la défense des luttes des peuples et leur résistance, pour la défense des prisonniers politiques et des prisonniers révolutionnaires, contre l'enfermement carcéral, contre les violences policières, en soutien des luttes des immigrations et des quartiers populaires, contre le racisme d'État, pour la défense des travailleurs, de leurs acquis, de leurs droits et la conquête de nouveaux droits, pour le combat de l'émancipation des femmes et toute autre forme d'émancipation. Mais cette bataille pour la libération de notre camarade, nous la menons aussi à travers certaines initiatives que nous organisons. Des manifestations, normalement une manifestation nationale à Paris en juin, ça c'était avant le confinement, mais aussi lors de la fête de l'Humanité en septembre. Des rassemblements que nous menons principalement dans les quartiers populaires de Paris, à Ménilmontant et à Barbès, mais aussi
à Nanterre, à Saint-Denis, à Saint-Ouen, des meetings, des repas solidaires, des appels à signature et enfin des semaines, voire des mois d'action coordonnés entre toutes les forces engagées dans le combat pour la libération de Georges Abdallah. Cet engagement, peu à peu, tisse à travers à Paris et sa région, sur le plan national, mais aussi maintenant sur le plan international, un maillage fort d'expressions diverses pour exiger la libération de notre camarade et accroît chaque jour un peu plus la pression dans l'objectif que pas un seul espace politique ne soit laissé libre sur le plan local, régional, national et international sans que soit mise à l'ordre du jour l'exigence de la libération de notre camarade. Enfin, le contexte de la crise sanitaire, en particulier du confinement, nous a conduit aussi à devoir maintenir cette pression, même lorsque les actions de terrain n'étaient pas possibles. Et dans ce cadre, aujourd'hui, nous avons réussi à dégager 3 axes de travail qui viennent compléter les initiatives déjà engagées. Premièrement, un axe d'agitation et d'information sur les réseaux, à travers notamment actuellement une campagne qui rappelle les différents actes de l'affaire Georges Abdallah sous la forme de visuels. Et vous avez vu passer l'acte 6 qui a été publié aujourd'hui et qui rappelle comment, entre 1984 et 1987, l'État français a fomenté toute une machination pour bloquer la libération de Georges Abdallah. Deuxième axe important pour nous, interpeller les autorités françaises et libanaises avec une campagne d'envoi massif de courriers adressés aux autorités, aux gardes des Sceaux et en particulier au ministre de l'Intérieur à travers la campagne qu'on a menée qui s'intitulait « Il faut qu'il signe ». Et enfin, troisième axe, l'axe des webconférences. La première avait pour intitulé « Georges Abdallah et le combat pour la libération de la Palestine ». Et la seconde est celle que nous organisons aujourd'hui conjointement avec les éditions Premier Matin de novembre autour du livre « L'affaire Georges Abdallah » écrit par Saïd Bouamama, accompagné d'une préface de Pierre Stamboul et d'une postface de Jean-Marc Houillan. Et cette webconférence, pour nous, est le premier pas d'un plan plus large de diffusion de ce livre ô combien important et s'inscrit donc dans la continuité du combat de mobilisation pour la libération de Georges Abdallah. Je terminerai juste par une de ces citations reprises à notre compte en disant simplement qu'une, 2, 3 000 initiatives fleurissent pour la libération de Georges Abdallah pour que nous concrétisions cette volonté profonde que nous portons tous en nous depuis ces si nombreuses années, être à ses côtés le jour de sa libération pour continuer à lutter avec lui. Merci. Merci camarades pour avoir rappelé les principes qui fondent l'action de la campagne militaire pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah et pour avoir rappelé aussi les différentes initiatives qui ont eu lieu, qui se sont développées depuis des années. Bonjour à toutes et à tous. Je salue en particulier, je crois qu'il est présent, Robert Abdallah, le frère de Georges. Et c'est un salut fraternel que je lui envoie et que j'envoie aussi à toute la famille au Liban, toute la famille de Georges au Liban. Avant de passer à la discussion sur le livre lui-même, je vais juste rappeler qu'il y a 8 ans, en 2012, les éditions Aldante avaient déjà publié un premier ouvrage qui était signé par un collectif international et qui s'intitulait simplement Georges Ibrahim Abdallah. Donc, on voit un peu la continuité dans cette action et dans le fait d'utiliser ce moyen de propagande qu'est le livre. Alors, l'affaire Georges Ibrahim Abdallah sera en fait disponible à partir du 12 février dans toutes les librairies. C'est un livre de 210 pages, il coûte 13 €. Il est publié par une petite maison d'édition. Son nom, c'est Premier Matin de novembre. Cette petite structure, elle est encore assez peu connue. Elle a été fondée à Toulouse en 2015. Mais vous pouvez vous demander d'où vient ce nom curieux de Premier Matin de novembre. Alors, je vais dire PMN, ça ira plus vite. PMN, c'est en fait le titre d'un morceau du groupe de rap La Rumeur, un groupe plutôt subversif. Et ce morceau, évidemment, fait référence à la date du 1er novembre 1954, le jour du déclenchement de la guerre d'indépendance du peuple algérien. PMN Édition est né de la volonté de partager des références historiques d'émancipation et le récit de figures révolutionnaires qui sont encore trop peu présentes dans la conscience collective en France.
PMN, comme éditeur, conçoit ainsi le livre comme un véritable outil de lutte et d'affranchissement, ce qui est certes peu courant dans le monde éditorial de ce pays, et qui explique pourquoi, effectivement, ils ont pris cet engagement de publier le livre de Saïd Bouamama. L'affaire Georges Ibrahim Abdallah, c'est le 7e livre publié par Premier Matin de Novembre. Je vais citer 2 ou 3 autres titres afin d'illustrer la cohérence de leur travail éditorial, qu'il faut saluer. C'est une petite équipe donc, qui a publié son premier livre en 2017. C'était une biographie et un recueil des écrits de Mohamed Boudia. Mohamed Boudia, peut-être le savez-vous, ce fut un révolutionnaire algérien, dramaturge. Il a lutté pour l'indépendance de son pays. À la libération, il fut directeur du Théâtre national algérien. Plus tard, il devint administrateur du Théâtre de l'Ouest parisien. Il était engagé dans la lutte de libération du peuple palestinien. Il a été assassiné par les services secrets israéliens à Paris en 1973. On peut voir dès ce premier livre de Premier Matin de Novembre un fil conducteur qui va nous relier jusqu'à Georges Ibrahim Abdallah. Je citerai également l'autobiographie d'Assata Shakur qui a été publiée par PMN. Assata Shakur, c'est une militante afro-américaine qui est très connue aux États-Unis, membre du Black Panther Party et de la Black Liberation Army. Elle a été condamnée à perpétuité dans son pays, mais elle a réussi à s'évader en 1979. Elle a obtenu l'asile politique à Cuba. Une nouvelle édition de sa passionnante autobiographie va paraître d'ailleurs très prochainement chez PMN. Ce livre aussi, on voit qu'il y a un rapprochement possible avec l'affaire Georges Ibrahim Abdallah. Je ne vais pas vous lister tous les titres publiés par PMN, mais je vais terminer la présentation de cette maison d'édition militante qui gagne à être plus connue par une publication vraiment très, très forte, celle des très belles chroniques d'une psychiatre et psychothérapeute palestinienne sous occupation, qui sont celles du docteur Samar Jaber, paru il y a 2 ans sous le titre « Derrière le front ». Je vous incite à lire ce livre qui est vraiment magnifique. Après cette courte présentation de PMN Édition, j'en viens maintenant au livre dont nous allons parler aujourd'hui, qui est donc intitulé « L'affaire Georges Ibrahim Abdallah ». Donc, nos 3 intervenants pour cette présentation sont Saïd Bouamama, qui est l'auteur du livre, Pierre Stamboul, qui a écrit la préface, et Jean-Marc Rouillant, qui a rédigé la postface du livre. J'espère que la technique va suivre et qu'on va pouvoir nous entretenir en direct, même si on est éloigné géographiquement. Si jamais il y avait des problèmes de connexion, on essaiera de résoudre ça comme on le fait avec Saïd, qui maintenant est en audio au téléphone, mais on peut le voir. S'il y a d'autres problèmes qui surgissent, on peut essayer de ne conserver que la connexion audio pour favoriser la communication. Je vais juste introduire la discussion, et pour ceux qui ne sauraient pas qui est Georges Ibrahim Abdallah, en disant que ce livre concerne un militant révolutionnaire libanais, communiste, qui a combattu et qui continue de se battre pour une Palestine libérée. Ce militant, Georges Ibrahim Abdallah, aura 70 ans dans peu de temps. Il est emprisonné en France depuis 37 ans. Saïd Bouamama, dans son livre, il s'est attaché à relater dans quelles conditions la justice française a prononcé sa condamnation à la prison à perpétuité. Il expose le contexte national et international existant dans ces années 80. Il s'attache aussi à la fabrique médiatique de l'opinion qui a marqué les différents épisodes de l'affaire. Enfin, Saïd prend clairement parti pour appeler à une mobilisation d'ampleur afin d'obtenir la libération de celui qui est sans doute le plus ancien prisonnier politique en Europe. Au cours de cet entretien, je vais suivre plus ou moins l'ordre des chapitres du livre de Saïd. Comme ça, vous aurez une idée plus précise de tout ce qu'on peut y trouver. C'est un livre très riche. Mais je vais commencer par donner la parole aux auteurs de la préface et de la postface du livre. Ils pourront bien sûr intervenir par la suite tout au long de notre discussion. Donc je vais commencer par Pierre, puisque tu as écrit la préface du livre. Je rappellerai que tu es un professeur de mathématiques aujourd'hui retraité. Tu es issu d'une famille juive athée immigrée en France. Tes parents, communistes dans leur jeunesse, ont été sous l'occupation nazie des résistants dans la MOI, la main-d'œuvre immigrée. Ton père, membre de ce qu'on a appelé plus tard le groupe Manouchian, a été déporté à Buchenwald. De sensibilité communiste libertaire toi-même, tu es un des animateurs de l'UJFP, l'Union juive française pour la paix, et tu as écrit ou coécrit une demi-douzaine de livres sur le sionisme et la question palestinienne. Les 2 derniers, parus chez Akrassi, sont Le sionisme en question et La Nakba ne sera jamais légitime. Pierre, est-ce que tu peux nous dire, en quelques mots, comment tu en es venu à t'intéresser à la situation de Georges Abdallah?
Bonsoir à toutes et à tous, c'est vraiment très très heureux d'être avec vous. J'ai un petit peu honte, j'ai tardé à rencontrer Georges et à véritablement comprendre la centralité de toutes les questions que pose l'emprisonnement de Georges. C'est Georges qui me rencontre le premier, c'est même pas moi. C'est le 9 juin 2015, suite à la dénonce Pierre, la connexion audio est très mauvaise, je crois. Je crois qu'on ne t'entend pas. Par un hacker israélien. Le raid débarque chez moi, défonce les portes, me violente. Je suis en détention, essayer de m'empêcher, ce qui n'aura pas lieu d'ailleurs. Allô? Oui, Pierre, si tu peux. Est-ce qu'on m'entend là? Allô? Tu peux couper ta caméra parce qu'on n'a pas une bonne connexion avec toi, s'il te plaît. Ah. D'accord, c'est couper la caméra. Ok. Oui, vas-y, on va essayer. Et là, vous m'entendez mieux? Un petit peu. Donc, je disais, le 9 juin 2015, je suis agressé par le RAID. Je serai en détention quelques heures, un peu violenté. Et le premier message de soutien que je reçois, vrai, à chaque fête de l'humanité, il y avait la manifestation pour lui. Et j'ai compris, c'est André Rosweg, le premier dans l'Union juive française pour la paix, qui nous a expliqué la centralité de la question de Georges. Et je me suis décidé à le visiter. Je donne aussi l'anecdote parce qu'elle est drôle. Quand on veut visiter Georges, il faut écrire au directeur de la prison. Donc, il faut donner un prétexte. J'ai donné comme prétexte que je voudrais parler du judaïsme avec Georges. Ma compagne Sarah, qui est à côté de moi, quand elle a voulu le visiter, elle a donné comme prétexte parler de tout avec Georges. Il est intarissable. Mais voilà, il représente très clairement pour nous aujourd'hui un enjeu pour plusieurs questions. Ce que je dis un petit peu dans la préface que j'ai écrite, c'est un prisonnier politique palestinien délocalisé en France. Il est la preuve vivante de la complicité flagrante entre la France et l'Union européenne d'un côté et l'impérialisme auquel Georges a participé. La France a envoyé là-bas une armée pour installer un régime fantoche qui était le régime des phalanges alliés d'Israël. Et ce dont est accusé Georges, c'est quand même d'avoir en France que son groupe s'en est pris à un membre de la CIA et un membre du Mossad. On est en plein dans une guerre qui est la guerre de libération des Palestiniens. Ce qu'incarne Georges aussi, c'est la question fondamentale en Palestine, qui est la question des prisonniers. Il y a eu depuis 1967 850 000 Palestiniens qui ont été emprisonnés. Quand on va là-bas, il n'y a pas une famille qui n'a pas des gens qui ont été emprisonnés. Et d'ailleurs, c'est très clair, la campagne pour la libération de Georges fait toujours écho à la campagne pour la libération des principaux prisonniers politiques palestiniens. Et comme Israël veut détruire la Palestine, tous les partis politiques, sans exception, ont des prisonniers de marque en Palestine. Ahmed Sadat ou Khaled Jarrah pour le FPLP, Marwan Barghouti pour le Fatah, de nombreux députés, de nombreux maires pour le Hamas, toute la direction politique qui n'a pas été assassinée du djihad islamique est en prison. Georges, il incarne aussi la question de l'internationalisme, c'est-à-dire le fait qu'il a compris pendant la guerre du Liban et même bien avant que la question de la Palestine, elle est universelle et que la société pour laquelle nous voulons vivre, qu'il soit une société où il n'y ait pas l'inégalité, où il n'y ait pas l'impérialisme, où il n'y ait pas le colonialisme, la lutte des Palestiniens l'a incarnée et qu'elle est totalement centrale, aussi bien au Proche-Orient que pour nous. Et puis, Patrick l'a dit, l'autre question qui m'a rapproché de Georges, dans son livre, Saïd recite les déclarations que Georges fait à son procès et où il est accusé évidemment de terrorisme, où il y a une espèce d'unanimité des juges et des médias pour en faire un terrorisme odieux.
et lui s'insurge contre l'instrumentalisation de la mémoire d'Auschwitz et il fait référence aux martyrs de l'affiche rouge. Et Patrick l'a dit, mon père Yakov Stamboul était dans le groupe Manoukian. Le groupe est tombé suite évidemment à ce qu'a fait la police française qui a torturé mon père et l'a livré à l'occupant. Mon père était dans le groupe Un Triangle avec Boxer et Glass qui ont été fusillés au Mont Valérien et qui figurent sur l'affiche rouge. Sa compagne de l'époque a été gazée son arrivée. Alors pourquoi j'en parle? Parce que l'affiche rouge aujourd'hui en France, Léo Ferré qui chante, mais quand même, et puis un peu plus tard, on a taxé de terroristes les félagas algériens qu'on a traînés dans la boue, on leur faisait la corvée de bois, on les a noyés dans la Seine. Et donc, il faut toujours se souvenir, devant l'accusation de terrorisme, qu'on traite de terroristes ceux qui ne sont pas du côté des puissants, et que s'ils l'avaient emporté, évidemment, les gens de l'affiche rouge seraient restés des terroristes. En plus, entendre l'accusation de terrorisme de la part des dirigeants que Begin, Sharon, Netanyahou ou Shamir ont été des experts, évidemment, en terrorisme. Et puis, une des dernières raisons qui fait que la question de Georges est totalement centrale, c'est la question de la complicité de la France. Une complicité, il faut bien dire, les Palestiniens, quand on les voit, ils nous disent toujours cette guerre, elle n'est pas née chez vous, elle est née de l'antisémitisme européen, elle est née du britannique, elle est née de la décision de l'ONU d'accepter un État voyou qui violait le droit international. La France, elle est totalement complice de ça et ça s'est renforcé. Dans la dernière période, elle essaie de criminaliser le BDS, le boycott des investissements sanctions. Elle essaie de criminaliser l'antisionisme. On a eu Macron invitant de faire le libre. La France alarme les États réactionnaires ou fascistes arabes, l'Égypte, l'Arabie saoudite, de l'Union européenne, qui a des accords privilégiés militaires et économiques de résistance palestinienne. Et puis l'emprisonnement de Georges, c'est aussi un trait de la politique mission qui se développe de plus en plus et dont son emprisonnement sans fin est aussi quelque part le témoin. Alors je dirais par rapport à l'introduction, s'il est évident que pour tous les révolutionnaires, les communistes, les anti-impérialistes, les internationalistes, les soutiens à la résistance palestinienne, s'il est évident que le combat pour Georges est central, moi je plaide pour qu'on élargisse ce soutien aux démocrates, à ceux qui seulement défendent une conception humaine du droit. Parce que quand même, dans l'affaire de Georges, dans quel pays, quand le soir du procès, l'avocat de la défense dit qu'il est un agent des services secrets, on ne refait pas le procès. C'est ce qui est arrivé à Georges. Dans quel pays, quand celui qui a arrêté le entre guillemets dangereux terroriste affirme peu après qu'il a monté les preuves de toute pièce, je pense à Yves Bonnet, on ne refait pas le procès. Ce pays, c'est la France. Dans quel pays qui se vante d'avoir aboli la peine de mort et la détention perpétuelle, on a un prisonnier qui est libérable depuis 1999, qui n'a aucun conflit avec les autorités pénitentiaires et qui est toujours en prison 22 ans plus tard. Ce pays, c'est la France. Dans quel pays on a une justice qui déclare la libération et l'expulsion de Georges, et puis un ministre de l'Intérieur, l'horrible Manuel Valls, qui refuse de signer, et le prisonnier est toujours en prison. Ce pays, c'est la France. Donc je veux dire, on peut continuer comme ça. Pour moi, il est clair qu'on doit impliquer au maximum les élus, les partis politiques, les organisations de droits humains sur la question de ces droits fondamentaux à exiger la libération de Georges. Georges, quand on le rencontre, il dit toujours « je ne suis pas innocent ». Donc, je dirais à Georges, évidemment, vis-à-vis de l'impérialisme et du colonialisme que tu veux renverser, tu ne seras jamais innocent. Mais vis-à-vis des lois que la bourgeoisie a été contrainte de se donner, tu l'es. Et nous utiliserons aussi ce terrain-là pour te sortir de là.
Merci Pierre. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir pendant la discussion avec Saïd sur un certain nombre de points que tu as abordés là, qui sont dans ta préface. Je vais maintenant donner la parole à Jean-Marc Rouillant, qui a donc rédigé la postface de l'affaire Georges Ibrahim Abdallah. Jean-Marc, si je veux te présenter rapidement, tu t'es engagé dès ta jeunesse dans l'action révolutionnaire, notamment dans l'antifascisme. Tu as participé à la lutte contre le franquisme en Espagne. Puis, à partir de 1979, tu es un des fondateurs de l'organisation Action Directe. Tu as subi plusieurs fois la prison avant d'être de nouveau arrêté en 1987, puis condamné à la réclusion à perpétuité avec une période de sûreté de 18 ans. En prison, puis au dehors, tu as écrit de nombreux livres, des souvenirs ou des fictions, un peu moins d'une vingtaine, je crois, depuis Je hais les matins, le premier, jusqu'à Infinitif présent, qui a été republié l'an dernier chez Agone. Tu as connu des périodes de semi-liberté et de libération conditionnelle. Aujourd'hui, tu ne jouis toujours pas d'ailleurs d'une liberté complète. En particulier, l'accusation d'apologie de terrorisme est vite lancée contre toi à la moindre occasion. Évidemment, nous en tiendrons compte au cours de cet entretien. Nous n'allons pas aborder les rapports ayant pu exister entre les FARL, l'organisation de Georges Abdallah, et l'Action Directe. Ce que nous savons, c'est qu'une solidarité entre les prisonniers révolutionnaires a existé entre vous, que Georges Abdallah a appelé à la libération des militants d'Action Directe, comme les militants d'Action Directe ont appelé à la libération de Georges Abdallah. Je rappellerai d'ailleurs que ta camarade Joël Aubron, libéré pour raison médicale, a consacré ses dernières forces, avant de décéder de son cancer en 2006, à participer à la campagne pour la libération de Georges Abdallah. Dans ta postface, tu affirmes que le combat pour la libération de Georges Abdallah, combat d'actualité, n'est pas la mise en pratique d'une simple solidarité, mais qu'il s'agit pour toi d'une fidélité fraternelle. Je reprends tes mots à ton camarade. Puisque tu as connu pendant plusieurs années, 9 ans je crois, l'emprisonnement dans la même prison que Georges Abdallah, peux-tu évoquer ces années à ses côtés et comment Georges Abdallah est parvenu à échapper à ce que tu as qualifié d'anéantissement carcéral, à la destruction de son identité révolutionnaire? Vous avez rédigé plusieurs textes en commun cités dans le livre de Saïd, mais concrètement, est-ce que tu peux nous dire ce qui caractérisait l'attitude de Georges en prison et pourquoi peut-on dire qu'il continuait son action militante entre ces 4 murs? Au-delà de votre solidarité mutuelle, peut-on affirmer que votre résistance était commune? Bonjour à tous. Comme on a des problèmes techniques, je vais faire plutôt court. Effectivement, nous avons passé ensemble plus de 9 années au même étage, très proche, des cellules très proches. On a eu une résistance collective dans la mesure où on n'a pas passé un jour sans discuter, d'écrire des textes en commun, de communiquer avec des révolutionnaires dans d'autres pays d'Europe, d'avoir une attitude de prisonnier politique à part entière, c'est-à-dire, et de prisonnier révolutionnaire, c'est-à-dire ne pas renoncer, préserver sa mémoire, la travailler, et dans tous les secteurs du combat qui est possible pour un prisonnier d'être en première ligne, c'est-à-dire même dans les combats des prisonniers de droit commun, d'être au milieu d'eux, à côté d'eux, devant eux ou derrière eux, mais toujours avec eux. Et on l'a fait des années, ce qui fait que des fois on a été séparés pour des transferts disciplinaires, mais bon, on s'est retrouvés, on a continué notre travail. Ce que je voulais dire par rapport à ce qu'a dit Pierre, il y a une question avec Georges. Il y a une question, parce que pour moi, Georges est le continuateur d'un grand révolutionnaire palestinien, Wodi Haddad, et il est un continuateur des opérations spéciales des forces armées palestiniennes, c'est-à-dire qu'on ne comprend le fait que Georges soit toujours emprisonné au bout de 37 ans que par sa fidélité à une ligne politique qui est toujours plus un danger pour les impérialistes, c'est-à-dire la situation en Palestine, la situation du peuple arabe en général dépend aussi des pays impérialistes comme les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et d'autres pays. Et donc, comme l'avait fait la résistance palestinienne au début des années 70, en faire un axe de combat essentiel, déterminant, qui a amené à ce front avec les révolutionnaires
sur tous les continents. Et donc, le problème de Georges, c'est on ne peut pas le sortir comme un prisonnier qui aurait fini sa peine. Les impérialistes sont dans l'incapacité de sortir Georges tant qu'ils ont peur que cet ennemi ne soit pas définitivement mort, c'est-à-dire cet internationalisme radical qui amènerait les forces révolutionnaires arabes à poser la question directement sur leur territoire chez les impérialistes. Voilà. Donc, chaque fois, on tourne autour du pot, on ne sait pas. La résistance de Georges en prison conduit à ce fait que 37 ans après son incarcération, il fait plus peur que lors de son incarcération. Et donc, ça pose un très grave, un problème insoluble sans la lutte révolutionnaire. Seule la lutte révolutionnaire peut conduire Georges à sortir de prison. Ce n'est pas seulement par... Bien sûr que la solidarité, les manifestations, etc., sont essentielles, mais la question de la détention de Georges se pose au peuple arabe et c'est à eux de répondre à cette question. Merci Jean-Marc. Bon, j'espère que je n'aurai pas une nouvelle inculpation par rapport à ça. Bon, mais je voulais rajouter une chose. Ce livre et le film Fedaïn, qui vient d'être, sont deux armes pour développer la solidarité en France et dans les pays francophones actuels. Et donc, c'est deux choses qui doivent aller ensemble, c'est deux jambes d'une campagne de solidarité. Et voilà, c'est dommage, cette crise sanitaire qui tombe juste au moment où on a enfin ces deux armes. Ouais. Merci Jean-Marc. Bon, je te dis à toi, comme j'ai dit à Pierre, que bien sûr, vous pourrez intervenir à tout moment au cours de notre discussion qui va suivre. Donc maintenant, je vais m'entretenir avec Saïd Bouamama, qui est donc l'auteur du livre L'affaire Georges Ibrahim Abdallah. Saïd, tu es un sociologue et un militant communiste. Tu fais partie de cette génération issue de l'immigration qui s'est engagée dans les quartiers populaires contre le racisme et pour l'égalité. Tu as écrit sur la question de la transmission de la mémoire des luttes, sur cette absence de transmission, d'ailleurs souvent constatée, dont tu as montré qu'elle résultait du rapport de force entre les dominants et les dominés. Tu t'es intéressé aux formes de résistance des dominés, aux formes d'expression des colères populaires. En réfléchissant à la question sociale, au problème de la prise de conscience, tu vises donc à élaborer les éléments d'une stratégie politique qui permettent de rompre avec les dominations. Tu as écrit ou participé à une trentaine de bouquins, de livres. Je citerai parmi les plus récents, avant celui dont nous parlons ce soir, le dictionnaire des dominations de sexe, de race, de classe, que tu as coécrit au sein du collectif Manouchian. On retrouve le nom de Manouchian à cette occasion. Un autre livre aussi récent, La tricontinentale, les peuples du tiers-monde à l'assaut du ciel. Et enfin, le dernier, je crois, La gauche et la guerre, que tu as coécrit avec Michel Colomb. Saïd, je vais suivre peu ou prou l'ordre des chapitres du livre. Et pour commencer, je vais te demander donc de rappeler le contexte dans lequel s'est effectuée ce contexte dans lequel s'est effectuée la maturation politique de Georges Abdallah. Comment caractériser la société libanaise, les classes, les luttes de classe au moment de sa jeunesse, au moment où de très nombreux jeunes s'engageaient dans l'action politique, mais aussi quelle influence au Liban des luttes, notamment de libération au niveau mondial. Quelle influence du marxisme sur cette jeunesse engagée dans ces années-là, et quel rôle a joué le FPLP, le Front populaire pour la libération de la Palestine, dans cette maturation? Bien. Est-ce que vous m'entendez sur le téléphone? Est-ce que vous m'entendez sur le téléphone? Il y a un écho. Oui, on t'entend bien. Est-ce que vous m'entendez sur le téléphone? Oui. Oui. Bien. Alors, le contexte dans lequel Georges se forge en tant que militant politique est celui des décennies 60 et 70.
nous sommes à cette période-là, dans une période qui se caractérise au niveau mondial par une montée de la lutte des peuples. Je rappelle 66, la tricontinentale à Cuba qui réunit des révolutionnaires du monde entier. C'était la période également dans laquelle les luttes de libération nationale armées en Afrique se développaient et dans lequel, en Palestine, les mouvements de résistance qui s'étaient d'abord constitués sur la base du nationalisme arabe vont avoir tendance à s'inspirer du marxisme et de plus en plus d'organisations vont prendre cette grille de lecture, cette grille d'analyse politique pour comprendre la situation. Georges Ibrahim Abdallah est une des personnes, un des acteurs qui va se socialiser dans ce contexte dans lequel, en réaction à cette montée de la lutte des peuples, en réaction à cette mobilisation particulièrement importante des peuples du monde, eh bien, il va y avoir une contre-offensive impérialiste. Et dans cette contre-offensive impérialiste qui va donner des assassinats de leaders politiques dans l'ensemble des pays du Sud, qui va donner des coups d'État, qui va donner des asphyxies d'expériences révolutionnaires, eh bien, le sionisme va être un des outils essentiels pour réinstaurer le rapport de force en faveur de l'impérialisme. Autrement dit, la décennie 70 est la décennie de la contre-offensive de l'impérialisme face à ces décennies 50 et 60 qui ont été l'horreur pour les capitalistes et l'horreur pour les impérialistes. Et c'est à ce moment-là que l'entité sioniste va devenir un des éléments centraux, un des outils centraux de l'impérialisme pour contrôler toute la région, qui est une région stratégique, bien entendu, pour des raisons à la fois de ressources pétro-gazières, mais également pour des raisons géostratégiques. Et de cette analyse-là, d'ailleurs, vont tirer comme conclusion qu'il y a une centralité de la question palestinienne, non seulement dans la lutte des peuples arabes, mais même au niveau mondial dans la lutte anti-impérialiste. Cette notion de centralité anti-impérialiste de la question palestinienne est une notion essentielle. Elle n'est pas entièrement nouvelle. En réalité, j'ai parlé de la tricontinentale tout à l'heure. À la tricontinentale était mis en avant l'idée qu'il y avait des questions brûlantes, que toutes les luttes étaient à soutenir, mais qu'il y avait des questions brûlantes qui, de par leur signification et leurs enjeux, eh bien, entraînaient tout le reste de la chaîne anti-impérialiste. Et dans ces questions brûlantes, eh bien, il y avait à l'époque le Vietnam et il y avait la question palestinienne. Cet investissement du sionisme, de l'entité sioniste, comme outil pour maîtriser l'ensemble de la région, eh bien, va se traduire par une offensive des sionistes qui va commencer avec la guerre des 6 jours et qui va se poursuivre ensuite dans de multiples interventions au Liban. Georges grandit, se forge, est adulte, arrive à l'âge adulte, au moment où se multiplient ces interventions militaires israéliennes au Liban, et le Liban est un des terrains qui est dévasté à plusieurs reprises par ces interventions militaires israéliennes qui se concluent par des massacres, qui se concluent par une paupérisation de la population, avec des gouvernements, une bourgeoisie arabe qui de plus en plus apparaît comme étant incapable, parce que ça ne n'est pas dans son intérêt, incapable d'être à la tête d'un mouvement de libération nationale. Et donc c'est qui va amener progressivement la résistance palestinienne de passer de la question du nationalisme à la question de l'engagement politique de gauche. Et le Front populaire de libération de la Palestine va être le résultat de cette maturation. Et on peut dire que dans cette période-là, le marxisme est un des éléments clés de la résistance palestinienne et le FPLP une des forces principales. Et la trajectoire de Georges Ibrahim Abdallah va le conduire naturellement, logiquement, à adhérer au FPLP, puis au FARL. Voilà rapidement résumé le contexte de l'époque. Merci Saïd. Maintenant, si on en vient à l'affaire Georges Abdallah proprement dite, es-tu le directeur de ton livre et que cette affaire peut être vue comme ce que tu appelles un triple analyseur. Donc, tu parles d'un analyseur de l'état de la justice en France et de l'ingérence du pouvoir politique dans ses décisions, un analyseur du système impérialiste mondial, en particulier des rapports qui existent entre la France, les États-Unis et Israël, et enfin un analyseur de l'abandon des repères anti-impérialistes dans la gauche et l'extrême gauche en France. En ce qui concerne le premier point,
Est-ce que tu peux rappeler en quoi la condamnation de Georges Abdallah est le fruit d'une violation de la parole d'État de la France, d'une campagne médiatique de diabolisation de Georges Abdallah et de la fabrique de nouvelles accusations pour justifier le deuxième procès en 87, à l'issue duquel il est condamné à la réclusion à perpétuité? Absolument. Alors, rappelons, Georges Ibrahim Abdallah est arrêté le 24 octobre 84 et condamné le 10 juillet 86. À cette époque-là, à ce moment-là, il est juste inculpé de faux usage de faux. En fait, il est inculpé pour posséder un vrai faux passeport algérien. Mais cette arrestation va immédiatement donner naissance à des pressions états-uniennes et israéliennes pour que la condamnation soit alourdie. Autrement dit, dès les débuts de l'affaire du judiciaire, dès les débuts, on a des interventions directes à la fois des États-Unis et d'Israël pour que Georges Ibrahim Abdallah ne soit pas simplement condamné pour les faits qui lui sont reprochés, mais pour autre chose. Au même moment, le fils de Gilles Perrault est kidnappé par les FARC et une négociation se met en place avec le gouvernement algérien qui est pris comme intermédiaire entre les FARC et l'État français. Un accord est conclu pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah, donc une parole d'État est donnée et comme par hasard, on va découvrir dans une des planques des FARC l'arme qui a servi à abattre Charles Ray et Jacob Barsimentov, qui sont donc deux représentants de l'administration impérialiste. Et Georges Ibrahim Abdallah va être accusé à ce moment-là. Or, dans cette découverte de l'arme, comme le montrera l'avocat à l'époque, eh bien, on va découvrir, comme le montrera Vergès en particulier, on va découvrir l'existence d'un journal dont la date est incompatible avec cette accusation. Autrement dit, on a fabriqué une preuve, c'est de l'évidence, et pourtant, eh bien, le procès va continuer. L'autre dimension qui est en termes d'analyseur, c'est que Georges est jugé par une cour d'assises spéciale. Et il est jugé pour complicité d'assassinat le 28 février 1987. Alors, qu'est-ce que c'est que cette cour d'assises spéciale? C'est une cour d'assises sans juré, qui est instituée, c'est une nouvelle cour de justice qui est mise en place par le 9 septembre 86 pour juger uniquement les actes de terrorisme. Alors, cette loi est déjà en rupture avec la règle du procès de toute cour d'assises, qui est devant un jury populaire, mais en plus, elle va être amendée quelques mois après pour la rendre rétroactive. Autrement dit, on a là un acte de droit dans lequel la loi va être jugée pour un acte qui a été commis avant sa promulgation. On est là dans la fabrication d'une justice sur mesure pour un homme que l'on peut juger de manière particulière. Voilà, en ce qui concerne la question de la justice, on a véritablement, et puis comme l'a rappelé Pierre tout à l'heure, je ne parle même pas de la découverte par aveu que l'avocat était un agent de la DGSE. Autrement dit, on avait un agent de la DGSE qui, malgré tous ses contacts avec Georges, n'a rien pu apporter de nouveau, n'empêche que, eh bien, malgré les aveux qu'il était un agent, le procès n'a pas été remis en cause. On a bien là un état de la justice française, autrement dit, nous sommes devant un procès qui est en fait une affaire d'État, une raison d'État, c'est la raison d'État qui a parlé. L'État a ordonné à la justice de condamner Georges. Telle est la réalité. Tous les faits le montrent, du premier procès, le second procès, et jusqu'à la non-remise en cause du procès, malgré des actes qui le mériteraient. On va pouvoir passer maintenant à ton chapitre 3, qui s'arrête de manière très intéressante sur des exemples historiques de défense offensive de militants révolutionnaires devant les cours de justice. Ça permet de comprendre effectivement comment s'est exprimé Georges au cours de son procès de 1987. Tu commences par exposer, ce qui est toujours intéressant dans ton livre, c'est les rappels historiques, pour resituer aussi l'affaire Georges Abdallah dans une longue lignée de combats. Tu exposes ainsi une longue tradition, pas seulement en France d'ailleurs, en t'attachant à rappeler les cas de Gracchus Babeuf, d'Auguste Blanqui, de Karl Liebknecht, de Georges Dimitrov et des militants du FLN algérien quand ils ont comparu devant des cours de justice. Ces rappels historiques te permettent de déduire que la comparaison de l'affaire Georges Abdallah avec l'affaire Dreyfus, par exemple, est une erreur. Tu montres bien, et cela me paraît essentiel, qu'il s'agit de deux injustices de nature différente. Peux-tu nous dire pourquoi Georges Abdallah ne peut être considéré simplement comme la victime d'une injustice ou
plus exactement peut-être comme un cas individuel d'injustice. On ne peut le qualifier comme simplement comme un cas individuel d'injustice, comme ce fut le cas pour Alfred Dreyfus. Absolument. Alors, d'abord, une des raisons pour lesquelles je tenais à réinscrire l'attitude, le comportement et le courage de Georges Ibrahim Abdallah par rapport à d'autres exemples de résistance dans le passé, bien c'est tout simplement pour rappeler la demande de Georges, qui est de nous demander de le soutenir en ne déformant pas sa pensée politique, en ne déformant pas les raisons qui l'amènent à choisir telle ou telle stratégie de défense. Lorsque j'ai soumis mon livre à Georges pour avoir sa réaction, une des choses qui m'a fait plaisir, ça a été sa réaction en disant que je ne trahissais pas sa manière de penser, non seulement les faits, mais de penser aussi la résistance. Et j'étais, je l'avoue, très fier d'avoir réussi à restituer ce que lui tentait de mettre en œuvre par son comportement. Alors, il est effectivement important de resituer le comportement de Georges dans des résistances du passé. Babeuf, Blanqui, Libnek, Dimitrov, les militants du FLN algérien ont tous été accusés de terrorisme et tous ont refusé cette accusation en la retournant contre leurs accusateurs. Autrement dit, ils ont posé la question: qui est réellement terroriste? Qui est réellement terroriste? Et c'est ce que fait Georges dans plusieurs de ses textes, en indiquant que le terrorisme doit-il être analysé au travers d'un acte de résistance qui a été mené ou au travers d'une armée qui intervient au Liban, qui fait des massacres comme à Sabra et Shatila, etc. Et donc il y a un retournement de l'accusation. Les principes qui sont au cœur de l'ensemble de ces défenses, de Blanqui à Georges Ibrahim Abdallah, eh bien, sont au nombre de 6. Défendre sa cause et non sa personne. Toutes les prises de position de Georges Ibrahim Abdallah sont non pas pour se défendre lui, mais pour défendre sa cause. Ce qui ne veut pas dire qu'il est indifférent à son emprisonnement, qu'il est quelqu'un qui serait nihiliste ou quelqu'un qui serait indifférent à sa libération, mais c'est tout simplement qu'il refuse que sa libération soit au prix du reniement de son engagement. Comme ses prédécesseurs, il décide également de rester maître de sa défense. Et tous ceux qui ont été amenés à rencontrer Georges ou à lire ses textes savent qu'il demande une défense politique et non pas une défense individuelle ou une défense qui le mettrait à part ou qui trouverait des circonstances atténuantes. Autrement dit, on a là un militant politique qui refuse de se renier et qui exige que si libération il y a, ça soit sans ce reniement. Troisième principe qui est mis en avant, ne jamais renseigner l'ennemi sur ce qu'il doit ignorer. Georges Ibrahim Abdallah assume le principe que les peuples ont un droit à la légitime violence lorsqu'ils sont agressés, que les peuples ont le droit à la résistance armée pour se défendre, et il met en avant cette idée que les véritables responsables, eh bien, sont ceux qui agressent. On retrouve donc dans cette analyse de Georges Ibrahim Abdallah ce que résume Mandela en disant: c'est toujours le dominant qui choisit les formes de la lutte, et si les dominés sont contraints à un moment donné d'en arriver à des formes violentes, eh bien, cela doit se réintégrer dans l'ensemble des causes et en particulier dans l'agression par le dominant. Quatrième principe qui est mis en avant, attaquer le régime accusateur. Autrement dit, Georges Ibrahim Abdallah, dans ses interventions, indique, souligne, insiste sur le rôle des grands pays impérialistes et en particulier de la France dans la situation au Moyen-Orient, dans la situation au Liban, dans la situation en Palestine. Et donc, il n'est pas là pour demander pardon, mais au contraire pour maintenir sa dimension d'accusation. Et surtout, dernier principe, Georges Ibrahim Abdallah l'a dit à plusieurs reprises, il ne reconnaît pas cette cour et il s'adresse au-dessus de la tête des juges, il s'adresse aux masses. Alors, on le voit bien, nous sommes là à la fois avec une dimension commune avec l'affaire Dreyfus, c'est qu'il y a une injustice, mais c'est à part cette dimension d'une injustice, eh bien, tout le reste est différent. Dreyfus n'est pas un militant. Dreyfus ne défend pas une cause. Dreyfus ne défend pas un choix politique qu'il a fait. Avec Georges Ibrahim Abdallah, nous avons affaire à un militant
conscient des enjeux, un militant conscient des conséquences de ses prises de position, mais qui considère que les luttes des peuples, eh bien, ne doivent pas être trahies, y compris lorsqu'on est emprisonné. Voilà ce qui fait la différence. Et donc, affaire, oui, affaire Dreyfus, non. Nous avons affaire à une injustice, mais qui ne correspond pas à la même chose qu'affaire Dreyfus. S'il fallait le comparer, il faudrait le comparer à d'autres affaires qui ont eu lieu, comme l'affaire Audin, mais pas avec l'affaire Dreyfus. Voilà, tu expliques très clairement comment Georges a utilisé son procès en assise comme une tribune d'accusation et donc a refusé de se défendre comme une victime. Mais on comprend qu'il a fait preuve d'un très grand courage et qu'il continue à faire preuve d'un très grand courage, mais finalement, ce n'est pas seulement une preuve de courage. Est-ce que ça n'est pas aussi ce dont tu traites dans ce chapitre, le rapport entre la lucidité nécessaire du militant tombé aux mains de l'ennemi et l'optimisme révolutionnaire qui continue à l'animer? Absolument, absolument. Georges est très, très lucide sur ce qui permettra un jour sa libération. Il est conscient qu'à partir du moment où il refuse de demander pardon, à partir du moment où il refuse de se renier, à partir du moment où il refuse des actes de contrition, autrement dit, à partir du moment où il refuse d'être un outil au service de l'impérialisme, parce que si l'impérialisme insiste tant pour qu'il y ait contrition et reniement, c'est pour pouvoir dire à la face du monde et aux autres militants potentiels, c'est de pouvoir leur dire que leur combat est vain. Eh bien, à partir du moment où Georges est sur cette position-là, eh bien, il a très bien compris que sa libération ne pourra venir que de la mobilisation. À plusieurs reprises dans ses textes, il souligne l'importance de notre mobilisation pour sa libération. La libération ne viendra pas d'un acte de justice, c'est le rapport de force qui amènera cette libération. À ce titre, il faut souligner la multiplication des mobilisations. Pendant longtemps, effectivement, nous avons été trop peu à nous mobiliser, hein, et quand je dis cela, c'est pas pour ceux qui étaient mobilisés, qui au contraire ont fait acte de persévérance et qui permet aujourd'hui une avancée dans la mobilisation. Il faut souligner également les progrès de la mobilisation dans le monde arabe et en particulier au Liban. Le président français, lorsqu'il se rend au Liban, est maintenant confronté aux manifestants qui exigent la libération de Georges Ibrahim Abdallah. On voit bien la mobilisation monter ici en Europe. Bref, c'est cette mobilisation-là qui permettra la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Cette lucidité du militant associée à l'optimisme révolutionnaire, autrement dit, c'est très bien que les masses se mobiliseront, que la crise amènera à des mobilisations, que les prises de conscience ne peuvent que progresser. Eh bien, c'est ces deux dimensions-là qui permettent d'expliquer comment un homme peut tenir malgré l'ampleur des attaques qui lui sont commises, malgré sa vie quotidienne en prison. On a donc là un bel exemple du fait que la lutte continue, y compris lorsqu'on est emprisonné. Je vais peut-être passer rapidement sur ton chapitre 4 qui s'intitule « L'acharnement continu », sauf si tu veux insister sur certains aspects de cet acharnement qui est clairement dû au pouvoir politique. Et je pensais plutôt en venir tout de suite au chapitre 5 qui pour moi est très important. D'emblée, tu as affirmé que ton livre avait pour but de contribuer à la mobilisation pour que cesse ce crime politique qu'est la détention de Georges Abdallah. Or, dans ce chapitre 5, tu examines précisément ce que tu caractérises comme la faiblesse de la mobilisation et tu procèdes à une critique de la gauche française, comme tu l'avais annoncé en citant le troisième analyseur de l'affaire, ce que j'évoquais tout à l'heure. Cette analyse de l'attitude de la gauche en France face à son propre impérialisme et vis-à-vis de la question de l'internationalisme, tu l'as déjà exprimé dans ton précédent livre sur la gauche et la guerre que j'ai cité tout à l'heure, dans lequel, avec Michel Colomb, tu utilises l'expression de capitulation idéologique. Comment ta lecture de Gramsci et celle de Frantz Fanon te permettent-elles de comprendre comment un certain discours sur les droits de l'homme, un pseudo-universalisme s'ajoutant à une lecture culturaliste du monde arabo-musulman, ont produit et produisent encore un consensus au profit des classes dominantes? Alors, d'abord, il faut souligner les héritages du temps long. Les héritages du temps long. Autrement dit, l'impérialisme français a été un des impérialismes qui a, en termes
formatage idéologique de l'opinion publique a été parmi les plus offensifs. On a, au moment de la conquête de l'Algérie, puis après, au moment du reste de la colonisation, on va avoir une offensive idéologique particulièrement importante pour imprégner l'ensemble de l'opinion publique, y compris à gauche, de cette idée d'une mission civilisatrice et cette idée qu'on a quelque chose à apporter à ces sauvages que l'on colonise et que la violence, après tout, peut être civilisatrice. Et cela va être d'une telle ampleur qu'on va assister dès cette période-là à une imprégnation d'une partie de la gauche de cette idée d'un colonialisme humanitaire possible. Donc on va avoir des critiques du colonialisme, mais en disant un autre colonialisme serait possible, qui serait le colonialisme humanitaire. Quant au refus du colonialisme proprement dit, il a été très faible au moment de la colonisation. Il a été très faible, c'est tout à l'honneur de ceux qui à l'époque ont résisté au colonialisme, qu'il faudrait d'ailleurs remettre à l'ordre du jour et refaire connaître aujourd'hui. On a quelques personnalités, quelques petits mouvements qui ont été anticoloniaux dès le début, mais ça a été une partie extrêmement faible. Autrement dit, la gauche française hérite d'une dimension de chauvinisme qui date de cette offensive idéologique particulière de cette période-là. Dans d'autres livres, j'ai essayé d'expliquer les racines historiques de cette dimension-là, et j'en tire comme conclusion que c'est en particulier lié à l'ampleur de la lutte des classes en France. La France est un pays qui, entre les révolutions de 1789, 1830, 1848, la Commune de Paris surtout, a produit de très grandes frayeurs à plusieurs moments pour les classes dominantes, et que la réaction des classes dominantes, ça a été d'investir, comme le dit Gramsci, fortement la dimension du formatage idéologique. Le racisme a donc été diffusé, le culturalisme a donc été diffusé depuis de très nombreuses décennies, diffusé pour imprégner l'ensemble de ces Françaises, et en particulier la gauche et le mouvement progressiste. Il va y avoir des moments de rupture avec cela, et en particulier au début du XXe siècle, avec la création du Parti communiste français et de l'Internationale communiste, dans lequel la dimension anti-impérialiste va s'affirmer, et dans lequel on va avoir effectivement des offensives salutaires contre la guerre du Rif, contre la guerre de Syrie à l'époque. Mais bien entendu, cela va s'articuler avec cet héritage chauvin, avec cet héritage historique. Et cela va donc marquer la gauche française, avec une gauche qui va, pour toute une partie d'entre elles, rester dans cette idée d'un colonialisme amendable, d'un néocolonialisme humanitaire possible ensuite, et de l'autre côté, une tradition anti-impérialiste datant de ce début du XXe siècle. Au moment où disparaît l'Union soviétique, au moment où changent les rapports de force au niveau mondial, eh bien on va avoir une offensive extrêmement forte pour justifier de nouvelles guerres. En réalité, la mondialisation qui se met en place, la mondialisation capitaliste qui se met en place à ce moment-là, a besoin, se traduit par une multiplication de la concurrence entre les différents impérialistes, et cette multiplication de la concurrence entre les différents pays impérialistes va susciter ce que j'ai appelé dans d'autres ouvrages les nouvelles guerres coloniales. Le Moyen-Orient, mais également toutes les guerres que l'on connaît en Afrique, en particulier aujourd'hui avec l'intervention française au Sahel ou dans d'autres régions du monde. Autrement dit, il va falloir justifier ces nouvelles guerres, et la justification de ces nouvelles guerres va se faire autour de deux axes. Un premier axe qui va être la diffusion de grilles de lecture culturalistes. Autrement dit, ces guerres ne sont pas, on va nous l'expliquer, ne sont pas le résultat de divergences d'intérêts, ne sont pas le résultat d'enjeux sur une base matérielle, les enjeux économiques, les enjeux de matières premières, les enjeux énergétiques, mais seraient explicables par des questions culturelles. Ce seraient des guerres tribales, des guerres ethniques, des sursauts de violence archaïque, etc. On va donc diffuser ces thèses-là. Et secondo, on va mettre en scène le danger terroriste, et donc on va argumenter ces guerres dans l'idée de lutter contre le danger terroriste. L'offensive va être tellement forte, elle va être tellement multipliée par les médias, par les hommes politiques, par un climat d'accusation permanente, que la peur d'être accusé de soutien à des terroristes va amener un certain nombre de personnes qui
dans le passé, aurait pu s'insurger contre les scandales qu'a constitué le procès de Georges, va les amener à au moins se taire, si ce n'est à cautionner. Et on va donc avoir une vraie épée de Damoclès qui continue jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, on a un certain nombre de personnes qui vont hésiter, même quand en privé ils le pensent, qui vont hésiter à prendre position parce qu'il y a la peur d'être accusé de complicité. On le voit bien aujourd'hui sur une autre question, qui est la question de l'islamophobie, où la peur d'être accusé d'islamo-gauchiste conduit un certain nombre de personnes soit à être d'accord avec cela, soit à se taire par peur de l'accusation. Autrement dit, on a une politique de la terreur qui a été mise en place et on a eu très peu de résistance. Et donc, cela va expliquer l'absence de mobilisation des grandes forces politiques de gauche vis-à-vis de Georges. Ce n'est que récemment qu'on voit se multiplier, grâce à l'action des militants qui ont tenu bon à l'époque, qu'on voit se multiplier par la pression, par l'insistance et la persévérance des prises de position. Donc on a, comme le disait Gramsci, une lutte pour l'hégémonie culturelle qui a été menée et qui a été pendant longtemps gagnée par la bourgeoisie, qui a fait pression idéologiquement, et on a eu une véritable capitulation. Je rappelle, lors de la première guerre contre l'Irak, il y avait encore des organisations qui se mobilisaient. Il y avait encore des manifestations, etc. En ce qui concerne la Libye, on a eu un quasi-consensus pour considérer qu'on ne pouvait pas ne pas intervenir. Aujourd'hui, avec le Sahel, la question se repose de nouveau. Nous avons à renouer avec les traditions anti-impérialistes et à nous opposer à toute intervention militaire française à l'extérieur et refuser le chantage que constitue la critique de complicité du terrorisme. Hormis cette question de ce que tu appelles l'imprégnation du chauvinisme et le consensus colonialiste qui a dominé en France, au-delà de cette injonction à la dénonciation du terrorisme qui pour toi est le mécanisme essentiel qui a conduit les forces de gauche soit au silence, soit au ralliement pur et simple à la politique des classes dominantes, et donc le lien évident qui existe entre la faiblesse de la mobilisation pour la libération de Georges Abdallah et l'absence de mouvement réel contre les guerres impérialistes qui se mènent aujourd'hui et dans lesquelles la France est engagée. Tu montres aussi, en revenant là encore sur des exemples du passé, que l'absence d'engagement tire souvent prétexte des moyens d'action choisis par les dominés. Tu rappelles que la gauche en France a souvent dénoncé les choix de lutte des dominés et qu'elle a souvent adopté, ou en tous les cas que ses porte-paroles ont souvent adopté une posture que tu définis comme celle de conseiller politique. En fait, tu rappelles que, en ce qui concerne les moyens de lutte, les attentats ciblés sont un des moyens qu'ont les dominés, qu'ont toujours eu les dominés, de briser le monopole de la violence des États impérialistes. Tu ne crains pas d'ailleurs d'invoquer la légitimité de la lutte armée, mais tu précises fort justement que selon les circonstances historiques et contextuelles, selon le rapport de force, la lutte peut prendre une forme pacifique ou armée, elle peut inclure ou non la pratique des attentats. Les dominés ont toujours su combiner les différentes formes de lutte pour vaincre leurs ennemis. Dans ce sens, quel est selon toi le rapprochement qui peut être fait entre le FLN, le Front de Libération Nationale algérien, et les FARL, les fractions armées révolutionnaires libanaises? Alors, le lien est bien entendu énorme. Il est énorme. Je rappelle dans l'ouvrage, je cite longuement les analyses de Frantz Fanon qui s'adresse à à l'époque ce qu'il appelle les démocrates français. Autrement dit, dans sa bouche, c'était la gauche. Il s'adresse aux démocrates français qui ont une attitude que l'on peut résumer par le terme qu'utilise Aimé Césaire de fraternalisme. Autrement dit, nous sommes prêts à vous soutenir, mais écoutez nos conseils. C'est nous qui savons ce qui est bon pour vous. Et en ce qui concerne la guerre de libération nationale en Algérie, toute une partie des démocrates, entre guillemets, mettait en avant l'idée qu'on ne pouvait pas soutenir le FLN lorsqu'il pratiquait des attentats à la bombe ou lorsqu'il pratiquait des attentats tout court. Et donc mettait comme condition au soutien à la lutte de libération nationale algérienne et au soutien au FLN qu'il cesse un certain nombre de pratiques. Ce à quoi Frantz Fanon répondait
comme le dira Mandela plus tard, que les Algériens se battent pour une cause juste et ils se battent avec ce qu'ils ont. Ils se battent dans le cadre d'un rapport de force qui leur est imposé, et ce rapport de force détermine les modes de lutte, les choix de lutte, etc. Et donc on a bien là quelque chose qui est complètement parallèle, puisque aujourd'hui, certains nous disent on ne peut pas soutenir les militants palestiniens lorsqu'ils font des attentats. C'est oublier que ces attentats sont une réponse à une autre violence, une réponse à un contexte de violence beaucoup plus intense et beaucoup plus meurtrière. Et donc, on a le même parallèle que pendant la guerre d'Algérie. La logique était résumée, d'ailleurs, la réponse de Fanon était résumée par un autre leader de la guerre de libération nationale algérienne, mort au combat, qui est Ben Mehdi, qui disait « Donnez-nous vos avions, nous vous donnerons nos couffins ». Autrement dit, faire des attentats, c'est l'arme dont dispose un peuple qui n'a pas une armée impérialiste avec des moyens modernes, etc., et qui utilise ce qu'il a sous la main pour pouvoir résister. Et qu'il n'a pas d'autre choix que se soumettre ou résister avec les moyens qu'il a. Et donc on est là sur la même logique. Et ce que soulignait Frantz Fanon est d'une actualité encore brûlante aujourd'hui. Il faut absolument que nous puissions remettre sur le devant de la scène que ce qui amène le soutien à une lutte, c'est sa justesse. Est-ce qu'elle correspond au grand principe du droit des peuples? Est-ce qu'elle correspond au principe de justice? Est-ce qu'elle correspond au principe d'égalité entre les peuples et à la non-ingérence? Ou bien est-ce que c'est la forme de lutte qui est prise par ce peuple? Quand bien même nous serions en désaccord avec la forme de lutte d'un peuple, cela ne doit pas justifier qu'on renonce à soutenir sa lutte, tout simplement parce que le critère de choix doit être la justesse de la lutte et non pas la réaction du dominé. Dans cet esprit, il y a ce qu'a écrit Frantz Fanon qui me semble déterminant pour nous qui sommes dans le pays colonisateur ou le pays impérialiste, le pays dominant. Il montre bien que la dénonciation du colonialisme ne suffit pas, que le rôle des militants dans le pays colonisateur, c'est en fait de préparer le peuple à comprendre que la lutte armée du colonisé, il faut préparer, c'est-à-dire qu'il faut agir avant l'affrontement en fait. Si on n'est pas capable d'agir avant l'affrontement et d'expliquer que cet affrontement va avoir lieu, dans ce cas-là, les militants n'assument pas leurs responsabilités. Absolument, et cela montre l'ampleur du travail qui reste le nôtre ici, en France, ou pour les militants qui sont aux États-Unis ou en Angleterre, etc. C'est qu'il faut absolument que l'on puisse rediffuser, redévelopper la culture anti-impérialiste dans ce pays, parce qu'effectivement, ça n'est pas au moment de l'attaque simplement qu'il faut réagir, et ça montre le besoin d'un mouvement anti-guerre ici, d'un nouveau mouvement anti-guerre, d'un nouveau mouvement anti-impérialiste. Il y a vraiment besoin de rediffuser ce qui, à certains moments de l'histoire de France, a été, disons-le, plus offensif et le plus conséquent. Bon, on a peut-être été un peu vite jusqu'à présent, mais on va s'arrêter sur ton dernier chapitre, le chapitre 6, qui porte sur la pensée politique de Georges Ibrahim Abdallah. Cette pensée politique, tu écris qu'elle est éparpillée dans déclarations, qu'il n'y a pas d'expression synthétique globale de sa pensée politique, mais elle transparaît selon toi dans les textes qui sortent de la prison sur plusieurs questions. Tu en notes 3 en particulier. La question de l'évolution du capitalisme dans le contexte de la crise systémique profonde de ce système, les mutations des stratégies impérialistes dans un monde marqué par la disparition des équilibres géopolitiques issus de l'après-Deuxième Guerre mondiale, et la question des stratégies répressives des classes dominantes. Est-ce que tu peux évoquer un peu ces 3 questions importantes qui, selon toi, sont constitutives de la pensée politique de GIA, de Georges Abdallah, même si ça n'a pas été exposé sous forme synthétique et globale? Alors, un petit mot d'abord sur la signification de ce que j'appelle pensée politique. En réalité, Georges, comme beaucoup d'autres combattants, n'ont bien entendu, compte tenu de leur engagement, pas eu le temps, pas eu le loisir
pas eu le contexte leur permettant de synthétiser leur pensée. Je pense à tous ces militants que l'on présente comme des combattants, mais qui sont aussi des penseurs combattants. Il faut relire les textes des leaders des libérations nationales africaines qui sont aujourd'hui trop peu connus et qui pourtant, même si les textes sont courts, quand on les lit en transversal, on peut voir qu'il y a une pensée politique et c'est cette pensée politique qu'il faut pouvoir synthétiser et remettre en avant. Effectivement, Georges, en réalité, si l'on lit ces déclarations les unes après les autres, on constate la très grande cohérence et la richesse de cette pensée. Et j'espère qu'il aura, une fois libéré, le temps de nous offrir une synthèse de l'ensemble parce que ça me semble d'une actualité brûlante. D'abord, sur l'insistance qu'a Georges sur les mutations du capitalisme. Il insiste sur le fait que nous sommes dans une période de crise générale du capitalisme avec, en conséquence, les besoins pour la classe dominante de combattre, de réagir à un processus de décrédibilisation politique, de délégitimation politique qui va grandissant. Avec donc une coupure entre les masses populaires et le pouvoir et une illusion qui diminue qui diminue fortement vis-à-vis du système en place et vis-à-vis de sa crédibilité. Et donc on a un système impérialiste qui est menacé d'implosion, qui est menacé d'une crise de légitimité énorme. Depuis ces textes qui datent d'un certain nombre d'années pour Georges, eh bien nous avons eu le mouvement des Gilets jaunes, nous avons eu les vastes mouvements que nous connaissons, et on s'aperçoit bien aujourd'hui, même les commentateurs bourgeois sont contraints de dire que nous sommes dans un moment historique dans lequel il y a une crise de légitimité de la part des dominants. Une des réponses, nous dit Georges, à cette crise de légitimité, eh bien, c'est le processus de fascisation. Autrement dit, l'État, pour réagir à sa crise de légitimité, a besoin de restreindre des libertés démocratiques, de renforcer la répression. Et là aussi, l'actualité donne raison à Georges. Ces dernières années sont une preuve parlante et les dernières lois qui sont en train d'être discutées, la loi sur la sûreté globale ou la loi sur le séparatisme, même si on l'a renommée pour lui enlever son caractère stigmatisant, n'empêche que ces lois-là soulignent bien qu'on est bien dans un processus de fascisation. Je pense que là, on a un des apports importants de Georges, et il faut relire dans ces différents textes l'insistance qu'il donne à cette dimension de fascisation, et la question des prisonniers politiques, bien entendu, entre dans cette question du processus de fascisation, et c'est d'ailleurs une des bases sur lesquelles on voit bien que la défense des prisonniers politiques, c'est pas simplement la défense de tel ou tel homme, c'est aussi la défense des droits démocratiques en général, et que par conséquent, défendre Georges Ibrahim Abdallah, le faire sortir de prison, ça fait partie du combat pour que nos droits ne soient pas remis en cause aujourd'hui. À ce premier grand apport de Georges, s'en ajoute un second, qui est effectivement ce que j'ai commencé à aborder tout à l'heure, qui est la question du capitalisme mondialisé aujourd'hui, avec cette concurrence grandissante entre les grandes puissances, qui en apparence sont alliées, mais qui en réalité sont sur des dynamiques de concurrence et des dynamiques de guerre. Dans l'ouvrage que tu citais sur la gauche et la guerre, je souligne 3 des causes de ces guerres aujourd'hui, de ces guerres coloniales. La première, c'est bien entendu la maîtrise des sources de matières premières et d'énergie. La seconde, eh bien, c'est la maîtrise des espaces géostratégiques d'accès à ces ressources, et on a des guerres dans certains pays dans lesquels il n'y a pas de richesse, mais c'est une voie de passage pour ces richesses. Et troisièmement, bloquer l'accès à ces ressources à des concurrents, et en particulier aux pays émergents. On est donc dans une période où les guerres se multiplient et vont se multiplier, et donc les résistances avec. Et dans cette dimension-là, eh bien, le Moyen-Orient a une place particulière, comme d'autres régions du monde, comme d'ailleurs aujourd'hui la question de l'Algérie, qui est en voie d'encerclement avec ce qui se passe au Sahel, avec la reconnaissance par la monarchie marocaine de l'État israélien. On a bien là une dynamique qui consiste à entourer les pays qui pourraient un jour menacer l'hégémonie impérialiste.
Et donc, nous sommes de nouveau dans cette phase de guerre, et Georges en tire comme conclusion la nécessité de développer l'anti-impérialisme et de développer la solidarité entre les mouvements, entre les différents mouvements. En ce qui concerne le Moyen-Orient, tout le monde le sait, nous sommes devant une stratégie qui consiste à redessiner l'ensemble de la carte du Moyen-Orient, en particulier à balkaniser tous les pays dont le territoire est suffisamment grand pour servir, pour pouvoir être une base de résistance à l'impérialisme et à l'entité sioniste. Et l'entité sioniste est un des outils essentiels par rapport à cela. Ce qui veut dire que les guerres d'Irak, les guerres de Syrie, les guerres du Yémen, etc., ne sont pas des guerres qui ont des causes séparées, mais s'inscrivent dans cette dynamique globale de balkanisation de l'ensemble d'une région. Je parle de la Syrie également, mais aussi des menaces contre l'Iran, etc. On voit bien qu'on a là, dans la pensée de Georges, une prise en compte de ce qui se joue au niveau des nouvelles guerres, qui sont des guerres non seulement de contrôle, mais également de balkanisation de tous les États qui ont une certaine taille, pouvant servir de résistance à l'hégémonie impérialiste. Et puis, troisième grande dimension, je l'ai souligné auparavant, l'insistance de Georges sur la centralité anti-impérialiste de la question palestinienne. La question palestinienne est un bon analyseur, un bon évaluateur de l'état du rapport de force mondial. À chaque fois que les peuples ont été à l'offensive, eh bien, partout sur la planète, eh bien, le peuple palestinien a vu sa lutte se développer de manière offensive et être soutenue. À chaque fois que les peuples ont été en phase de défaite ou de régression, eh bien, la question du peuple palestinien s'est dégradée. On voit bien là qu'on a une articulation entre la question palestinienne et la lutte anti-impérialiste de manière globale. Puis, dernier aspect de la pensée de Georges, le lien qu'il fait entre toutes ces mutations du capitalisme et de l'impérialisme et la question des prisonniers politiques. C'est parce que justement nous sommes de nouveau dans une phase dans laquelle l'impérialisme est à la fois à l'offensive, à la fois dans des dynamiques de guerre, mais aussi confronté à des résistances, que la question des prisonniers politiques est essentielle. Amener des prisonniers politiques à renier leur anti-impérialisme fait partie de la lutte aujourd'hui entre l'impérialisme et les militants anti-impérialistes. Et donc, les prisonniers politiques, le combat pour leur libération fait partie de la lutte anti-impérialiste, et à l'inverse, leur résistance et leur refus du reniement de leurs engagements est un extraordinaire apport à la lutte anti-impérialiste. Tout cela explique bien pourquoi il est nécessaire de développer cette campagne massive et commune pour arracher la libération de Georges Abdallah. Et tu montres bien que si la solidarité est une arme essentielle dans ce combat, en même temps, il ne s'agit pas d'une approche morale, mais il s'agit bien d'une approche matérialiste qui s'appuie sur les différentes analyses que tu as évoquées. Et ça exige aussi de bien comprendre, sans doute, que le maintien en prison de Georges Abdallah ne peut se limiter à une question de vengeance d'État, comme parfois des militants sincèrement engagés dans la cause pour la libération de Georges Abdallah limitent leur action à cette question-là. Et le lien avec la question palestinienne me semble aussi avoir une autre dimension que tu soulignes bien, c'est-à-dire que l'analyse spécifique que fait Georges Abdallah du caractère colonialiste d'Israël montre bien que la cause de la libération du peuple palestinien, celle pour laquelle il s'est engagé dès sa jeunesse, celle qui nous concerne aussi, c'est celle d'un peuple qui n'est pas seulement l'objet d'une occupation coloniale, mais c'est celle d'un peuple qui s'oppose au système impérialiste mondial dans son ensemble. Et c'est là où, effectivement, nous voyons aussi notre rôle en tant que membre qu'habitant de la France impérialiste dans ce combat aux côtés du peuple palestinien en lutte pour sa libération. Absolument. Si on se pose la question de ce qui spécifie le sionisme est-il simplement un régime colonial? Oui, c'est un régime colonial, mais ça n'est pas simplement un régime colonial. Est-ce un régime de colonie de peuplement? Oui, c'est un régime de colonie de peuplement, mais ça n'est pas seulement cela. C'est aussi
une colonisation de peuplement particulière. On a connu d'autres cas dans l'histoire de ce type-là. C'est une colonisation de peuplement qui se fait au service d'un collectif d'impérialisme, et en particulier au service des États-Unis. On l'a connu avec les colonies portugaises. Le Portugal était un impérialisme trop faible pour pouvoir maintenir sa présence dans les colonies, et en réalité, il colonisait au service, quand on regardait les multinationales qui investissaient dans les colonies portugaises, au service de l'ensemble des autres pays impérialistes. Alors que en Algérie, par exemple, il y avait le monopole pour les capitaux français. Eh bien, pour les colonies portugaises, c'était au service de l'ensemble des impérialismes. C'est ce qui fait d'ailleurs que, comme le souligne le grand combattant Amílcar Cabral, c'est ce qui va expliquer pourquoi eh bien, la colonisation portugaise va durer aussi longtemps, plus longtemps que d'autres colonisations, tout simplement parce qu'elles étaient soutenues par les autres impérialismes. Et bien, sur la question palestinienne, on a une logique de ce type-là. C'est à la fois une logique de peuplement, bien entendu, mais une logique de peuplement qui est soutenue, qui rentre dans les stratégies de l'ensemble du système impérialiste mondial et en particulier des États-Unis. Et c'est toute la difficulté de la lutte du peuple palestinien. Il ne se bat pas simplement contre son colonisateur direct, il se bat également contre l'ensemble du soutien de ce colonisateur, c'est-à-dire face au système impérialiste mondial. Et c'est là que la solidarité avec les prisonniers politiques, la solidarité avec le peuple palestinien ne peut pas être une solidarité de type moral. En tout cas, elle ne peut pas se limiter à une solidarité de type moral. Parce qu'en réalité, ce sont nos intérêts. La victoire du peuple palestinien change le rapport de force en faveur des peuples, quel que soit l'endroit de la planète où il est. Et la régression du peuple palestinien est au détriment des intérêts des peuples. Et donc on est aujourd'hui dans cette situation, le peuple palestinien doit porter sur ses épaules le poids d'une centralité de l'impérialisme dans la région. Et c'est pour cela que c'est notre intérêt de personnes habitant en Algérie, en France ou ailleurs, c'est notre intérêt matériel qui doit nous amener à considérer que la victoire du peuple palestinien est notre victoire et la défaite du peuple palestinien est notre défaite. C'est cette base matérialiste-là que nous devons faire progresser, parce que la base morale de la solidarité, eh bien, ça permet de convaincre un certain nombre de personnes, mais ça ne crée jamais le rapport de force suffisant. Vous savez, c'est lorsque on a eu en France le retour d'un certain nombre de jeunes Français qui étaient tués en Algérie, qu'on a vu progresser ici la conscience que cette guerre était une guerre qui était au détriment du peuple français. Et donc, c'est vraiment en montrant la question de qui a intérêt au sionisme, qui a intérêt à l'oppression du peuple palestinien, que nous pourrons faire progresser les consciences. Merci Saïd pour ces éclaircissements sur le sens qu'il faut donner au mouvement de solidarité avec la cause de la libération du peuple palestinien. Bon, j'ai essayé de résumer un peu toutes les idées qu'on pouvait trouver dans ton livre, qui est vraiment très très riche, à la fois sur le plan historique et sur le plan de l'analyse de l'affaire Georges Abdallah elle-même. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose avant qu'on redonne la parole à Pierre et à Jean-Marc, qui auront certainement aussi des remarques à faire. Je voudrais juste souligner que nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie. Grâce à la mobilisation de la campagne unitaire, on voit bien que depuis 2-3 ans, eh bien, le nombre de militants mobilisés augmente, que le nom de Georges Ibrahim Abdallah commence à être connu de manière beaucoup plus conséquente que par le passé, on réussit à faire prendre des positions par quelques députés, par quelques forces politiques, etc. Et donc c'est vraiment essentiel. Aujourd'hui, c'est maintenant qu'il nous faut accélérer cette dimension de campagne. Et je propose à la fin du livre d'être à l'initiative, que nous soyons tous à l'initiative d'une interpellation de l'ensemble des forces politiques, syndicales, associatives, etc., qui se réclament du progressisme sur la question d'une campagne de libération de Georges Ibrahim Abdallah qui soit à la hauteur de celle pour Angela Davis. Après tout, elle aussi a été accusée de terrorisme, elle aussi a été accusée d'actes ignobles. C'est la mobilisation qui l'a fait sortir. Angela Davis ne serait pas sortie de prison sans la mobilisation. Je pense qu'on peut se servir de ce précédent qu'est la campagne pour Angela Davis pour interpeller les forces politiques en disant, quelle que soit
de la situation de Georges Ibrahim Abdallah, le faire sortir de prison aujourd'hui est une priorité. Que chacun garde ses analyses. Nous soutenons l'analyse que fait Georges Ibrahim Abdallah. D'autres revendiqueront qu'il sorte de prison pour des raisons humanitaires. Peu importe. L'idée d'une campagne commune exigeant sa libération, je pense que nous devons être à l'initiative. À eux de refuser s'ils ne sont pas encore mûrs, mais nous devons leur proposer. Tu as évoqué le combat pour la libération d'Angela Davis. Si je me souviens bien, elle a pris position, elle, pour la libération de Georges Abdallah. D'ailleurs, il y a quelques années. Absolument. Si Pierre et Jean-Marc sont toujours avec nous, je leur propose éventuellement de reprendre la parole pour ajouter des remarques ou faire une intervention complète à ce qu'ils ont déjà dit. Je veux bien juste rajouter sur ce que vient de dire Saïd, parce que c'est un peu mon truc. Une petite couche sur le sionisme. En plus, ce sont des points que j'ai discutés avec Georges quand je l'ai visité. Le sionisme est bien sûr un colonialisme particulier, parce que ce n'est pas un colonialisme qui vise à exploiter le peuple colonisé, c'est un colonialisme qui vise à l'expulser, à nier son existence et à le remplacer. C'est un nationalisme extrêmement particulier, parce que c'est un nationalisme qui a inventé le peuple, la langue et la terre, c'est quand même pas rien. Et puis, Saïd parlait du combat idéologique et du fait que la gauche l'avait très peu ou très mal mené contre le colonialisme, à quelques exceptions près, je songe évidemment à Louise Michel, mais sur le sionisme a gagné auprès des Juifs une bataille idéologique et c'est tragique. Et nous, à l'Union juive française pour la paix, nous avons cette responsabilité de mener ce combat idéologique. Il dit en gros aux Juifs, après 2000 ans d'exil, vous rentrez chez vous et les autres qui sont là sont des intrus. Une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Donc il ne faut pas méconnaître l'influence idéologique qu'a eu cette gigantesque mystification de l'histoire, de la mémoire et des identités. J'ai vu passer une question sur quelle est la position de Georges. Évidemment, pour lui, le crime fondateur, et pour nous, le crime fondateur, c'est 1948, c'est le nettoyage ethnique prémédité des Palestiniens par les sionistes, que le sionisme, c'est pas seulement pour nous un crime contre les Palestiniens, c'est aussi un suicide collectif pour les Juifs, et donc il ne peut évidemment pas y avoir de paix avec le sionisme. Donc je voyais passer la question un État, deux États. Évidemment, Georges n'est pas pour deux États. Et on a un tout petit peu parlé tout ce temps qu'il considère comme une gigantesque mystification et un moyen évidemment préoccupant d'accélérer la colonisation et la destruction de la Palestine. Je rajouterai sur la centralité du combat pour la Palestine qu'Israël est devenu, c'est beaucoup plus flagrant ces dernières années qu'au début, le laboratoire mondial de l'enfermement, de la surveillance des populations dites dangereuses, et que pourquoi évidemment il y a cette telle complicité, pas seulement des dirigeants états-uniens, mais de tous les dirigeants européens et puis d'une partie historiquement de tout ce qu'a été la social-démocratie et tout, parce que Israël c'est leur État, c'est le modèle d'une reconquête coloniale réussie, c'est le modèle de la marginalisation d'un peuple dominé. Et le rêve sioniste a toujours été que les Palestiniens deviennent comme les Amérindiens, enfermés dans leurs réserves. Et c'est évidemment ça qui fait la popularité des dirigeants israéliens, y compris aujourd'hui auprès de tous les dirigeants suprémacistes et antisémites du monde. Merci Pierre. Jean-Marc, si tu es toujours avec nous, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, j'ai pas mal de coupures, mais bon, je voulais rappeler, pour revenir au propos, je disais, je pense que je défends une pensée de Georges relative à son engagement. Tu le dis, le sionisme est soutenu par le système impérialiste. Et l'apparition des phares coïncide avec la deuxième défaite importante du mouvement palestinien, c'est-à-dire l'obligation de quitter le Liban et l'accord des directions palestiniennes de ne plus frapper les impérialistes, d'arrêter de frapper les impérialistes
Et je pense que Georges, Georges et ses camarades, en redressant le drapeau du front anti-impérialiste, de penser qu'il peut et qu'il doit frapper les impérialistes sur leur territoire et qu'il doit le faire avec des révolutionnaires de ces territoires, c'est une chose très importante dans la perpétuation de sa détention actuellement. C'est qu'ils s'aperçoivent que cette position-là est en train à nouveau de se diffuser au Moyen-Orient. Cette position centrale que représente, que figure aujourd'hui Georges, et c'est pour ça qu'il n'est pas seulement un symbole du passé, il est une arme de guerre pour ceux qui veulent s'en servir. Georges est aussi importante que la Kalachnikov qu'ils portent à leur côté. Et ces jeunes révolutionnaires doivent prendre en main ce symbole pour se libérer et pour libérer le peuple palestinien de beaucoup d'entraves qui ont été imposées par la force par les impérialistes. Merci Jean-Marc. Saïd, tu veux rajouter encore quelque chose? Non, non, je crois que tout a été dit. J'espère que le confinement ne nous empêchera pas de faire des conférences les yeux dans les yeux. Je pense qu'il faut vraiment, avec le film qui sort et avec ce livre, en profiter pour mobiliser un maximum. Alors moi, je n'ai pas vu passer les questions, s'il y en a eu qui ont été vues, donc je ne suis pas capable de vous transférer ces questions. Je ne sais pas si on a encore un petit moment, donc s'il y en a qui veulent intervenir ou poser une question à un de nos amis. J'aurais bien posé une question. Oui, pose-la alors. Et bonjour, je voulais intervenir rapidement pour déjà pour vous remercier pour cette conversation pour ce débat qui était vraiment intéressant. Et je trouve qu'il y avait quelque chose de très juste qui a été dit par Saïd Bouamama, notamment sur le fait qu'à partir du moment où le marxisme, et je dirais même plus précisément le marxisme-léninisme de Staline a été abandonné, c'est le moment où la gauche est devenue de plus en plus chauvine et a arrêté de soutenir les luttes anti-impérialistes. Donc, je pense. Et je voulais aussi poser une question plus précisément. Alors, c'est un petit peu polémique, mais j'ai écouté une émission de radio. Bon, c'est une radio bourgeoise, France Inter, qui parlait qui avait émis une théorie complotiste. Mais encore une fois, on voit qu'il y a un complotisme qui est interdit quand on dénonce, par exemple, la pédophilie de la bourgeoisie, mais il y a un complotisme qui est autorisé, c'est quand on dit que les groupes révolutionnaires sont infiltrés. Et justement, ils avaient émis cette théorie comme quoi les Farc auraient été infiltrés, soi-disant, par une fraction du Mossad qui voulait intervenir au Liban. Du coup, j'aurais aimé avoir votre opinion là-dessus sur est-ce que cette théorie est absurde ou qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'ils avaient parlé notamment du fait qu'il y aurait eu des appels anonymes pour balancer Georges Abdallah, des lettres anonymes, des choses comme ça. Donc, je ne sais pas si c'est vrai, peut-être que c'était simplement de la désinformation. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup et merci pour le courage que vous donnez et l'espoir pour la jeunesse anti-impérialiste. Merci. Alors, sur la question d'abord du complotisme, je pense qu'il faut vraiment qu'on cesse d'être prisonnier de cette accusation de complotisme. En réalité, il y a de vrais complots dans l'histoire. Tout n'est pas complot, bien entendu, mais il y a de vrais complots dans l'histoire. On pourrait en faire une liste. Dans le livre La gauche et la guerre, je cite un certain nombre de complots qui sont avoués maintenant par la CIA, avoués par un certain nombre de services secrets, etc. Donc des vrais complots, il y en a. Secondo, il y a dans une période dans laquelle on a un recul des explications matérialistes, dans lequel l'offensive idéaliste, culturaliste a été tellement forte, on a effectivement un certain nombre de personnes qui, cherchant à comprendre le monde, peuvent en arriver à des conclusions qui ne sont pas des conclusions matérialistes, mais à des analyses qui renvoient à un état-major secret qui maîtriserait tout. En réalité, l'accusation de complotisme répétée dans tous les médias, répétée en permanence, à chaque fois qu'il y a une critique de l'ordre dominant, est une manière de nous empêcher de penser les stratégies des classes dominantes. À chaque fois que vous mettez en cause les stratégies des classes dominantes, on vous accuse de complotiste aujourd'hui. Donc, sans être complotiste, on a à continuer à démasquer les stratégies des classes dominantes. Maintenant, sur la question des infiltrations, tous les mouvements révolutionnaires dans l'histoire de l'humanité
ont toujours été l'objet de tentatives d'infiltration. Ce qui fait qu'un mouvement va tenir ou va pas tenir, ça n'est pas l'infiltration, c'est au contraire la clarté de la ligne, de la ligne politique, c'est la clarté de l'analyse politique. Et je rappelle, hein, même le parti bolchevique, on a appris après la révolution bolchevique qu'il y avait au sein du comité central un agent de la sécurité tsariste. Ça n'a pas empêché la révolution, et donc c'est pas ça qui est déterminant, c'est la clarté de l'analyse politique. Or, si on regarde l'analyse politique que font les FARL, on ne voit pas quel intérêt, on ne voit pas l'intérêt qu'avait l'entité sioniste à susciter des attentats. En réalité, c'est une réaction stratégiquement posée, stratégiquement élaborée, qui consiste à considérer qu'il fallait créer un second front pour soulager la lutte des combattants palestiniens. Ça n'est pas nouveau dans l'histoire. Je rappelle que le FLN algérien, pendant la guerre d'Algérie, au moment où l'impérialisme français décide d'envoyer un nombre de militaires effroyable, dans lequel les combattants du FLN sont en défaite militaire, dans lequel il y a un vrai drame pour la résistance algérienne, le FLN décide d'ouvrir un second front en France, et on va avoir des explosions de dépôts de carburant, des attaques de sites stratégiques ici en France, etc. Donc ça n'est pas nouveau, et ce qu'ont fait les FARL, eh bien ça fait partie de la panoplie des outils lorsque le rapport de force est tellement défavorable qu'il faut ouvrir un second front pour soulager. Et on ne voit pas en quoi cela est complotiste, ça s'explique de manière très logique et très cohérente. Il s'agissait de contraindre ceux qui se considéraient protégés parce qu'étant à l'extérieur, qu'ils comprennent que la lutte pouvait être menée, y compris sur leur territoire. Merci Saïd, il reste encore quelques minutes si quelqu'un d'autre... Et bonjour, c'est Badia de l'ANC. Je peux prendre la parole 2 minutes? Vas-y Badia. Bien sûr. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette conférence qui était extrêmement enrichissante, effectivement. Alors, je voudrais rappeler tout d'abord que l'ANC, fondée en 2016, a l'honneur, effectivement, d'avoir Georges Abdallah comme président d'honneur. Donc, fait ça. Et pour nous, c'est effectivement une lutte extrêmement importante de les libérer. Je voudrais revenir sur le point qu'a évoqué Pierre Stamboul tout à l'heure, qui est pour moi est extrêmement important. C'est bien de préciser que le colonialisme donc, de l'entité sioniste est particulier. Effectivement, il consiste à effacer la Palestine, à effacer le peuple palestinien, et ce n'est pas du tout l'euphémisme couramment utilisé, à savoir un état d'apartheid. Non, c'est un état d'effacement des Palestiniens, un peu à l'instar de ce qu'ont fait les colons à la fois hollandais et britanniques quand ils ont génocidé le peuple amérindien. C'est une disparition du peuple autochtone, d'une façon ou d'une autre. Et ça, il faut le mettre en avant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, éthiquement, au niveau international, ce n'est pas acceptable. Même dans la bourgeoisie modérée, démocrate, social-démocrate, l'éthos actuel, c'est insupportable. Il faut dire ce que ça représente. La réalité, ce n'est pas simplement une colonisation. Non, c'est un effacement, une disparition. Ça, c'était un premier point. Deuxième point que je voulais dire, c'est qu'actuellement, l'état du capitalisme au niveau mondial, donc cette forme de l'impérialisme actuel, sans entrave, débridé, est arrivé à un point où, finalement, il y a une réaction des peuples qui sont opprimés partout dans le monde. Et nous avons un réveil des luttes dans le monde. Il faut bien analyser ça aujourd'hui. Ce que nous voyons un peu partout, peu importe s'il est... c'est pas vrai. Il y a des réveils de lutte partout dans le monde, et y compris en France avec les Gilets jaunes, etc., etc. Et ça, il faut s'appuyer dessus. Et la montée de la campagne pour Georges Abdallah aussi va s'appuyer là-dessus. Ce n'est pas nous, en tant qu'individus, qui faisons que. La réalité objective, matérielle de la situation du peuple français fait que de toute façon, les luttes vont monter. Et ça, il faut en profiter pour, bien entendu, faire passer notre parole communiste, parce que ce qui a affaibli, ce qui fait que Abdallah est encore en prison, c'est que le communisme est complètement affaibli au niveau mondial. C'est ça la réalité. Plus encore après l'effondrement de l'URSS. C'est ça qui est important. Effectivement, il y a le fait que la propagande et les médias ont une telle puissance
aux mains des impérialistes qu'ils ont gagné une certaine partie de la bataille idéologique. Mais la réalité concrète, c'est que quand tu ne peux pas bouffer, bah, tu finis par lutter, quoi. Et donc ça, nous y sommes aujourd'hui. Donc ça, il faut s'appuyer là-dessus. Et je voudrais quand même dire une chose, c'est que, par exemple, le début finalement de ce déclin, on l'a vu avec l'assassinat d'Allende. C'est le Chili, c'est en Chili que ça a commencé. Ça a commencé au Chili, avec les Golden Boys et l'imposition finalement, d'une certaine manière, de ce libéralisme complètement débridé. Or, en Amérique latine aujourd'hui, ça reprend de façon positive. Ça reprend et la Bolivie a redressé la tête. Le Venezuela ne s'est pas fait laisser complètement effondrer. Ça, c'est extrêmement important. Par ailleurs, ce qui concerne la balkanisation des pays du Moyen-Orient, bon, écoutez, le programme a été annoncé par les néoconservateurs en 97. Tu disais, dans le programme, ils disaient on va casser l'Irak, on va casser l'Iran, on va casser la Libye. Le programme était donné. Donc voilà, on a assisté à ça. Bon, maintenant, l'Irak est devenu un trou noir. Hein, ça n'existe plus. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien, il n'y a plus aucune structure nulle part. Bon, ça va se reconstruire, ça, je ne m'inquiète pas du tout. Mais enfin, ceci étant dit, ça va être quand même un petit peu difficile. Dernier point que je voulais aborder, c'est que cette dernière normalisation de certaines petites entités des gouvernements arabes, là, avec cette entité sioniste-là, ça montre quoi? Ça montre que, de certaine façon, nous sommes en train d'assister effectivement à des luttes inter-impérialistes, comme tu as si bien dit, Saïd, c'est ça, je suis d'accord avec toi, mais il y a aussi le fait qu'il y a l'avènement d'une puissance économique qui est celle de la Chine, tout le monde est au courant, et qui est en train de quand même contrecarrer les puissances états-uniennes et occidentales de façon générale, et que d'une certaine manière, les États-Unis sont obligés aussi de renoncer un peu au Moyen-Orient pour s'installer davantage en Afrique et baser leur lutte essentiellement en Asie. Donc c'est une fenêtre d'opportunité pour nous aussi. Hein, le fait que cet abandon relatif, parce qu'on a vu que les États-Unis sont incapables de défendre l'Arabie saoudite. En fait, Israël devient le pays protecteur de ces pays arabes. Ils se mettent sous l'aile de cette petite entité qui est elle-même une entité caudale de l'impérialisme américain. Bon, ça, il faut en prendre l'analyse précise. Il ne faut pas parler de l'impérialisme de façon générale, parce qu'il mute, il évolue, et même favorablement pour lui avec ces crises. Mais si on ne saisit pas son affaiblissement au cours de la crise, on va tout perdre. Bon, ça c'est une chose. Enfin, dernier truc que je voulais vous dire, c'est que l'ANC est prête à collaborer à toute campagne d'envergure pour la libération de Georges Abdallah. Et à cet égard, j'ai les larmes aux yeux parce que quand je le visite, d'abord j'apprends beaucoup de lui, j'apprends énormément de lui. Et une des choses qui appartient à la culture arabe, et je voudrais le dire ici, c'est que même quand tu ne peux rien, tu peux faire une chose qui est extraordinaire, qui s'appelle Soumoud. C'est une résistance passive. Ce type-là, Georges, il nous a appris que même quand tu peux rien, que tu es au fin fond du trou, que tout le monde t'a oublié, parce que pendant des années, tout de même, la campagne, je sais pas comment dire, commune pour la libération, elle est récente, hein. Bon, pendant longtemps, il a été oublié, ce bonhomme, il ne faut pas se raconter d'histoire. Donc, c'est un apprentissage extraordinaire. Quand tu ne peux rien, eh ben, tu continues d'exister et d'être ce que tu es. Et je voudrais terminer en citant ces quelques vers d'un poète palestinien qui s'appelle Al-Qissi, Mohamed Al-Qissi, et qui s'adresse à des promeneurs, qui dit aux promeneurs, sors tes mains des poches de ton pantalon et saisis n'importe quelle pierre, n'importe quel couteau. Et si tu n'as pas de main, alors viens, résiste et frappe avec ton front. Merci beaucoup. Merci Badia pour ton intervention et ce très beau poème. Merci à l'ANC. J'ai vu passer une question sur les relations de la campagne pour la libération de Georges Abdallah avec le Parti communiste libanais. Est-ce que Saïd pourrait dire quelques mots à ce propos? Non, je n'ai pas assez d'informations là-dessus. Je sais que le Parti communiste libanais maintenant exige la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Par contre, la question elle portait sur les divergences entre le PC libanais et les FARL. Et là, je ne m'engagerai pas. J'ai pas assez d'informations pour pouvoir répondre à cela. Merci. Ça va faire à peu près 2 heures là qu'on a commencé cette émission. Je pense qu'on va pouvoir
terminer maintenant. Je vais remercier évidemment Saïd, Pierre et Jean-Marc d'y avoir participé. Je vais remercier évidemment la campagne unitaire pour avoir préparé cette émission. Je pense que des suggestions ont été faites quant à la mobilisation et la façon dont elle doit se poursuivre. Ça sera l'objet de discussion et je pense que 2021 va être une année décisive pour avancer vers la libération de Georges Abdallah. Merci à toutes. Merci. Je peux rajouter quelque chose? Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Oui, juste dire que, en accord avec l'éditeur, nous avons décidé que tous les collectifs ou associations qui commanderaient un certain nombre de livres à partir de 10 pourraient l'avoir à un prix très avantageux. Nous leur demandons juste que la différence entre le prix de vente et ce prix qu'ils vont payer soit consacrée à la campagne pour Georges Ibrahim Abdallah. C'est-à-dire que si vous le vendez, si vous l'achetez à 5 €, les 5 € de différence puissent servir à des affiches, à alimenter la campagne. Donc faisons de ce livre, y compris une campagne financière qui nous permette d'avoir les moyens de mobiliser, de multiplier nos outils pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah. On remercie beaucoup premier matin de novembre pour cette initiative et je transmets mon salut fraternel à Assia en particulier. Merci à toutes et à tous et puis ensemble dans la lutte dans les temps qui vont venir. Merci. Merci, à bientôt. Au revoir. Bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Bien. J'ai pas encore. Peut-être là. Ah oui, forcément, c'est là.